Savoir parler efficacement devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à cela, on peut se faire entendre dans la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, mais aussi dans des discours politiques. Bonjour, je m'appelle Magali Barclay de Chrysalide CFC. J'aide les structures à booster leur évolution au travers de conseils en stratégie de communication, de formation dans le domaine et du pilotage du plan d'action. Bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je vous propose un voyage hebdomadaire pendant lequel nous recevrons des spécialistes du domaine. Nous échangerons sur des sujets pour éveiller les consciences sur le lien notamment entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Vous êtes prêts ? Allons-y, c'est parti ! Bonjour et bienvenue sur le 4e épisode du podcast Parler et être écouté. Je vous souhaitais aujourd'hui parler de l'hypnose, un outil que j'ai moi-même expérimenté. Un outil qui n'est pas très vieux puisque c'est dans la moitié des années 90 que cet état hypnotique a été identifié et caractérisé en imagerie cérébrale, IRM fonctionnelle et PET scan. C'est à ce moment-là qu'on a pu attester de son existence réelle et scientifique. Pour parler de ce sujet ô combien passionnant, j'accueille aujourd'hui Sophie Wozniak. Parler et être écouté. J'ai rencontré Sophie il y a de cela maintenant 2-3 ans, je dirais. Ah, ça doit bien faire 3 ans. J'étais venue consulter Sophie parce que dans des étapes de vie, on a besoin d'un coup de pouce, de visualiser certaines choses, de passer un cap, et c'était le cas. Et j'ai été vraiment contente de cette expérience passée avec elle, de ce suivi. Je lui ai même emmené mes enfants. et puis là, j'y suis retournée il y a quelques temps et ça m'a vraiment permis de stabiliser certaines choses. Donc, j'ai eu l'idée d'interviewer Sophie sur la prise de parole en public. Comme je vous avais expliqué précédemment, il y a 4 domaines. Et là, on va naviguer sur le domaine de tout ce qui est gestion du stress et développement personnel. Donc je vais laisser la parole à Sophie pour qu'elle se présente auprès de vous. Oui, bonjour. Alors moi, je suis venue à l'hypnose et au développement personnel par étapes. C'est-à-dire qu'au départ, je n'étais pas du tout amenée à consulter et à recevoir des gens dans mon cabinet. Et peu à peu, à travers le parcours que j'ai eu, notamment comme beaucoup de personnes qui sont dans le développement personnel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une fracture. C'est-à-dire qu'il y a un pétage de plomb à un moment donné, et là, on se recentre sur soi et on découvre qu'on a des ressources et des grandes capacités de résilience. Et c'était mon parcours, en fait. J'ai pété les plombs dans un avion, il y a quelques 15 ans de ça, et là, s'est ouvert à moi une nouvelle tranche de vie. Et d'où l'hypnose, d'où ces thérapies dites alternatives et brèves, que sont le FT, le MDR, le Clean Language et toutes ces choses qui pour certains n'évoquent rien, mais qui pour les personnes qui s'intéressent au développement personnel parlent, en fait. D'accord. Voilà. Donc effectivement, donc tu fonctionnes avec toutes ces pratiques-là. Où est-ce que tu es située ? Depuis combien de temps est-ce que tu pratiques tout ça ? Donc j'ai commencé il y a presque 10 ans à me former en hypnose. Et très rapidement, on se rend compte qu'il faut rajouter quelque chose. Parce que l'hypnose n'est qu'un outil parmi d'autres. Donc après avoir eu quelques personnes un petit peu particulières dans mon cabinet, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je me forme en psychopathologie. Et ensuite, on ouvre d'autres portes. Alors les portes, elles sont innombrables en fait. Très vite, l'EFT m'a parlé, c'est-à-dire Emotional Freedom Techniques, c'est-à-dire que ce sont des techniques qui sont brèves et qui sont énergétiques en fait. Ou le MDR, qui sont pareil des techniques énergétiques qui sont hyper utiles. Est-ce que tu peux nous disséquer un petit peu alors, qu'est-ce que c'est que l'EFT exactement ? Alors, l'EFT, comment est-ce que ça se pratique et qu'est-ce que les personnes peuvent en ressortir de cette pratique ? Je dirais que lorsqu'une personne vient à moi avec un niveau émotionnel très très élevé, sur un domaine précis, où elle s'agite, on sent une charge émotionnelle très très forte, avant d'imaginer de l'hypnose, je procéderai d'emblée de jeu
à cette technique de EFT qui pourrait abaisser immédiatement son niveau émotionnel. D'accord. Voilà. Ok, donc vraiment abaisser le niveau émotionnel pour commencer à travailler. Si on part, on fait un parallèle, j'aime bien faire des parallèles avec le sport. Par exemple, quelqu'un qui est très contracturé au niveau musculaire, où on peut même pas le masser, et ben on va d'abord par exemple faire des ventouses et puis après on pourra le masser. Donc là c'est un peu la même chose. C'est une bonne image, c'est-à-dire qu'en effet, je peux imaginer que la personne puisse trouver un calme intérieur alors qu'elle a une agitation mentale et même physique qui se traduit par un blocage physique. Parfois, je demande aussi à la personne, inévitablement, où est dans son corps son blocage. Elle le sait. Elle peut me dire où elle a mal, où elle ressent cette tension, et on peut la calibrer de 1 à 10. Et le propos avec le FT, c'est très rapidement, au bout de quelques cycles, eh bien, on peut s'apercevoir qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, la personne, elle a vraiment baissé son niveau de tension émotionnelle parce qu'on l'a calibré au préalable, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Alors, c'est toi qui m'avais fait découvrir le FT. Et c'est vrai que tout de suite, je suis rentrée chez moi, j'ai imprimé des documents. J'en ai parlé à d'autres personnes parce que des fois, on dit que pour vraiment apprendre les choses, se les approprier, c'est bien aussi de les expliquer à d'autres personnes. Tout à fait. Et depuis, je l'utilise effectivement quand j'ai des gros pics émotionnels et ça fonctionne très très bien. Voilà. Et l'idée même, c'est, on en avait peut-être parlé toutes les deux, c'est-à-dire que même après un apprentissage de FT, on peut extraire en fait de l'apprentissage, ne serait-ce un tapping sur 2-3 points du corps qui peuvent prendre quelques minutes, je dirais 1 ou 2 minutes, et qui déjà en mode urgence, si je puis dire, peut apaiser le niveau émotionnel de quelqu'un, notamment lorsqu'elle a affaire à une prise de parole. Et là, on se dit, bon, quel outil est-ce que je peux utiliser rapidement, en une minute, voire même moins, qui pourrait faire baisser cette charge émotionnelle qui monte là, toute balle, si je dois prendre le micro ou être devant un espace, un parterre d'une centaine de personnes. D'accord, donc ça c'est très précieux même pour nos auditeurs de se dire qu'effectivement il y a cet outil-là. Ils n'ont pas besoin de matériel. Non. Non, en fait, c'est vrai que suite à une séance de FT, on comprend mieux comment ça fonctionne, mais pouvoir extraire de toute une séance quelques points de tapping, notamment là au niveau des points douloureux, des points sensibles, entre la clavicule et la pointe des seins, des tétons. Là, lorsqu'on tape ici sur 20 ou 30 secondes, immédiatement, le niveau, la charge émotionnelle baisse en fait. Et retrouve un niveau cardiaque suffisamment convenable ou suffisamment stable pour pouvoir prendre la parole et pouvoir cheminer dans ses pensées d'une façon normale en fait. D'accord, ok. Bon, alors écoutez, super outil, effectivement, que vous pourriez utiliser ou voir un praticien comme Sophie ou d'autres qui pourront vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ces rondes de tapping. Tu as parlé après d'un deuxième outil qui est le MDR. Donc moi j'ai ma cousine la dernière fois qui m'a dit je me suis fait reprogrammer le cerveau. Est-ce que c'est ça? Parce que je ne connais pas cet outil-là. Alors cet outil, il a été créé dans les années 90 par une psychiatre américaine qui s'appelle Francine Shapiro et qui a observé elle-même quand elle était dépressive que lorsqu'elle marchait dans Central Park avec cette alternance droite-gauche, ça avait une incidence sur son moral. Et ensuite, on a fait des recherches plus approfondies pour découvrir que cette alternance hémisphère droit, hémisphère gauche, quelque part, mettait les choses en ordre dans le cerveau. Et donc, on part de cette idée-là, et avec ce mécanisme-là, alors parfois des thérapeutes utilisent simplement l'index, en demandant à la personne un visage bien vertical qui suive l'index, pour pouvoir en effet chasser droite-gauche avec ce regard qui va de droite et de gauche. Certains thérapeutes ont une espèce de stylet pour pouvoir aussi programmer cette espèce de alternance droite-gauche, et la magie opère. Il y a une espèce de tri qui se fait sur ces pensées parasites et qui fait que la personne en effet retrouve une espèce de ressource en elle pour revenir à un équilibre. Alors ça ne se passe pas comme ça en un claquement de doigts, mais c'est une autre technique qui fonctionne très bien. Alors, est-ce que c'est un équilibrage cerveau droit, cerveau gauche? C'est ça, quelque part, oui. Cette alternance hémisphère droit, hémisphère gauche. Parfois, bien évidemment, des souvenirs, des sensations, des émotions négatives du passé remontent et on travaille là-dessus. D'accord. Qu'est-ce qui se passe au fil des alternances droite-gauche? Émergent d'autres choses. Et la personne finit par ranger dans les bons tiroirs de l'armoire mentale du cerveau l'événement traumatique dans un coin du passé qui reste au passé. D'accord.
Donc on peut imaginer que cet outil, le Oui. MDR, pourrait être utilisé pour certaines personnes parfois qui sont prises de panique à l'idée de prendre la parole en public. Oui. On ne sait pas d'où ça vient. Oui, Ça pourrait peut-être oui, être quelque chose c'était qui tout à fait. désamorce. Aller travailler sur la racine du pourquoi cette personne est prise de panique Mm. et aller quelque part arracher cette racine négative qui la renvoie de fait. Je utilise souvent cette image pour expliquer le MDR, c'est-à-dire on ouvre un écran d'ordinateur et sur l'écran, le fond d'écran apparaît sans cesse le trauma, enfin la scène traumatique. Et le MDR, c'est ok, je vais aller ranger cette image-là, traumatique, dans un coin du passé, là où elle doit se trouver. En 78, en 92, que sais-je, ou en 2002. Mais qu'elle ne soit pas en plein écran dès l'instant où j'ouvre mon ordinateur. C'est ça, en fait. L'image est très parlante. C'est ça l'idée de l'EMDR. Bon, super. Donc on a parlé de l'EFT, on a parlé de l'EMDR, donc on voit bien l'utilité de ces deux outils-là. Oui. L'hypnose, comment est-ce que tu l'utilises Alors, l'hypnose, est-ce que ça peut servir je découvre parfois qu'il y a des personnes qui sont très à l'aise déjà avec cet outil, sans s'en rendre compte. Comme M. Jourdain qui fait de la prose sans s'en rendre compte, c'est un peu ce qui arrive parfois. C'est-à-dire qu'il y a parfois des personnes qui maîtrisent le yoga, qui maîtrisent la respiration, la méditation. Et en fait, c'est une porte d'entrée extraordinaire que j'utilise immédiatement, parce qu'en fait, c'est très proche. Et donc, je n'impose rien, et la personne, en fonction de cette possibilité qu'elle a, eh bien, on glisse peu à peu sur un état hypnotique. État hypnotique, c'est-à-dire où le niveau de conscience est ce qu'on appelle modifié. Mais c'est-à-dire avoir accès à quelque chose que le corps sait, en fait, en chantant, entre guillemets, le mental. Parce qu'en fait, on a tous cette capacité, plus ou moins aisément, à aller se connecter sur ce qui se passe au niveau de mon corps. Qu'est-ce qui me dit mon corps ? Ce que j'appelle souvent mon ange gardien. Qu'est-ce qui me dit mon ange gardien quand je m'interroge ? En fait, les personnes le savent très bien. Sauf que le mental, parfois, est tellement fort qu'on n'y a plus accès. C'est ça. Alors c'est vrai que tu vois, dans l'intitulé de podcast, dans mon jingle, je parle vraiment du fait que j'aimerais beaucoup parler, et là on est en plein dedans, du rapport entre le corps et l'esprit. Certaines personnes des fois disent « Ah oui, mais moi je suis très cartésien », voilà. Mais effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, le mental n'est pas que notre ange gardien. Hein, il est plein de peur, et il peut nous bloquer effectivement l'accès à notre corps. Donc là, c'est ça. Oui, et alors justement, pour moi, c'est le plus important, l'essentiel en fait de cette rencontre, parce que lorsqu'une personne arrive, c'est avant tout une rencontre d'une personne à une autre, avec la magie que ça amène, c'est d'amener la personne à prendre conscience de ce corps qui parle de lui-même, qui envoie plein de messages, qui sait en fait s'il est confortable ou inconfortable par rapport à une situation ou à une rencontre ou à un événement qui se passe. Et en fait, quand on est bien en écoute de ce corps, il a toutes les réponses. Et on est dans une société, surtout, occidentale, où on est souvent déconnecté de tout ce langage du corps. Et mon propos, c'est qu'est-ce qui vous dit votre corps ? Qu'est-ce qui se passe avec lui ? Parce que le corps, il est très puissant. Il a à la fois tous les signaux qu'il lance lorsqu'il est mal, et il a à la fois toutes les ressources pour amener la personne à retrouver un équilibre, un ancrage, en fait. Et c'est ça l'objet de ma rencontre. Peu importe l'outil que je vais utiliser, que ce soit hypnose, PNL ou toutes sortes d'appellations différentes, l'idée c'est à travers cette rencontre, qu'est-ce qui vous dit votre corps ? Qu'est-ce qui vous envoie comme message, comme signaux ? Et quel est le chemin aujourd'hui, quel est le propos et quel est le chemin qui va consister à retrouver toutes ces ressources qui sont là juste à fleur, et qui demandent qu'à être connectées en fait. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'au final, effectivement, le but est unique, les outils sont multiples, mais tu choisis les outils les mieux adaptés selon la problématique de la personne qui vient te voir.
Mais si c'est quelqu'un, par exemple, qui a, encore une fois pour en revenir à la prise de parole en public, des symptômes de, je sais pas, perte de mémoire, de je tombe dans les pommes. Moi, petite, ça m'est arrivé une fois. L'émotionnel tellement plus fort. L'émotionnel très fort. Effectivement, face à ça, toi, tu as tous ces outils-là qui peuvent... Et encore une fois, se dire, je reviens quand même à mon corps et je vais pas brutaliser mon corps sous prétexte que je dois même parler en public. Exactement. C'est-à-dire on peut aussi imaginer que ces fragilités qui peuvent nous arriver à des moments inattendus, eh bien, dès l'instant où on les accepte quelque part, et qu'on peut même en parler en disant, voilà, je chevrotte, je bégaye, j'ai un coup de mou, je suis prise par une émotion, quelque part, ça accorde aussi un crédit d'une telle véracité, une telle authenticité par rapport à son auditoire que, je dirais, et so what, en quoi c'est un problème ? C'est juste que pour l'instant, je suis prise par une émotion qui va passer et je pourrai ensuite... Elle ne passe, elle ne fait que passer cette émotion et ensuite je reprends le cours des choses que j'ai à dire en fait. Et d'autant plus qu'effectivement, cette authenticité, on va pouvoir la transmettre à l'auditoire et c'est là où ils vont se dire, bah oui, je vois qui j'ai en face de moi au final, plutôt que quelqu'un de complètement aseptisé, robotisé. Voilà, tout à fait. Super. Est-ce que tu aurais, toi, des choses de ton parcours de vie, de je sais pas, des clients que tu as suivis, que tu voudrais partager avec les auditeurs pour... le but étant de redonner confiance en se disant oui, vous avez la capacité de parler, de vous exprimer, de trouver des outils qui vont vous aider. Alors, par rapport à la prise de parole, si en effet il y a cette émotion qui arrive, j'observe à travers les personnes qui me font des retours, ou pour moi, en tant que personne qui doit aussi prendre la parole parfois, j'observe que l'EFT avec cet tapping là, 20-30 secondes pour faire baisser ce niveau émotionnel, c'est déjà précieux. Et je dirais aussi que peu importe la forme, lorsqu'on prend la parole, je dirais même à une personne qui ne maîtrise pas notre langue, par exemple, comment font ces personnes qui ne maîtrisent pas bien notre langue et qui cependant peuvent laisser filtrer, passer un message très très fort, même poignant. C'est-à-dire que ce n'est pas la forme qui compte, c'est le fond. Qu'est-ce que j'ai à dire ? Qu'est-ce que je veux dire qui m'anime et qui est tellement précieux et qui peut passer par des tournures de phrases maladroites ou bien une syntaxe vraiment médiocre, parce qu'en fait c'est ce que je suis, c'est ce que je véhicule au fond de moi qui est le plus précieux, qui doit s'entendre et qui doit se faire partager. Et déjà quand on dit ça, donc ça veut dire que peu importe les erreurs, la maladresse, c'est le message, c'est ce que je suis profondément. Et ce que je suis, c'est un vrai joyau. Et je trouve que ça relativise les choses en fait. Tout à fait. Donc authenticité, croyez en vous. Ce que je suis, c'est unique et singulier et unique, tout à fait. Très bien. Bon, merci beaucoup Sophie. Merci pour tous ces conseils. Donc je mettrai à la fin du podcast toutes les informations te concernant, si jamais les personnes veulent te contacter. Et je repasse le message qu'en tout cas c'est très, très intéressant et très efficace. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Parler et être écouté, le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.